Rugby Agbeti Affe Ebenezer, merci d'être là. Docteur Agbeti Affe Ebenezer, si vous préférez. Vous nous venez du district sanitaire numéro 1 et on va avoir des nouvelles du Covid-19 encore ce matin. Déjà que notre laxisme, nos comportements font que les dispositions se corsent. Déjà hier, le ministre de l'administration territoriale, celui de la santé aussi, et le coordonnateur national de la gestion de la riposte, ils ont rencontré les chefs traditionnels pour parler de... Vous savez que c'est la période des fêtes traditionnelles. Hier samedi, ça aurait dû être à Boboza, entre autres. Je pense que les Bassards sont en week-end de fête aussi, mais eux, la pluie s'est chargée de leur cas hier. Il paraît qu'il a beaucoup plu sur le feu hier. Le feu n'a pas beaucoup brûlé. C'est pas faux. Non, sérieusement. Parce que nous ne respectons pas beaucoup les décisions, les mesures qui ont été édictées. La nature s'en charge aussi. Et les autorités reviennent, écorcent un peu les choses. Tout ça, c'est parce que nous ne suivons pas ce qu'on nous dit de faire. Et puis voilà, et puis voilà. Bon, je ne vous en dis pas plus. Ce n'est pas moi qui ai pris des décisions. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le journal de 20h d'hier soir, il y a assez d'informations qui sont passées. Nous vous proposons de revenir sur cette rencontre que les ministres ont eue avec les chefs traditionnels concernant la célébration cette année des fêtes traditionnelles chez nous. Suivons et on revient juste derrière. 166 portant interdiction des célébrations des fêtes traditionnelles. Article 1er. Sont interdites, jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé, les célébrations publiques des fêtes traditionnelles sur toute l'étendue du territoire national. C'est officiel, il n'y aura pas de célébration de fêtes traditionnelles au Togo cette année. Le nouveau coronavirus Covid-19 l'a ainsi imposé. L'information est ici portée à la connaissance de la chefferie traditionnelle qui salue la décision et prend acte vu la menace du virus. L'apothéose de la fête traditionnelle à Boboza, c'est aujourd'hui. Voilà que je suis ici, la fête n'aura plus lieu. Je recommande que partout où il y a les fêtes traditionnelles, que cette année, ça soit observé seulement aux mesures rituelles des cérémonies. Et c'est tout. Nous allons observer la suspension des fêtes traditionnelles cette année pour que cette maladie, que ça ne s'élargisse plus au bon nombre de la population que nous sommes appelés à conduire. Lorsque nous regardons à la télévision, cette pandémie fait beaucoup de rage. Et notre souhait est de sensibiliser, d'obliger même nos populations à observer les mesures barrières. Les fêtes traditionnelles sont des occasions de retrouvailles entre les filles et fils du terroir. Face à la menace de la pandémie, les ministres en charge des collectivités locales et de la culture appellent à la responsabilité et au sens civique et citoyen des têtes couronnées pour freiner la propagation du virus. Vous êtes là pour que nous puissions parler de la lutte justement contre le Covid-19, surtout en période de fêtes traditionnelles. Alors, quel est le rôle du chef traditionnel pendant les fêtes traditionnelles et en période de pandémie de Covid-19? Le chef traditionnel est un repère pour la population de son canton, de son village, de son quartier. Même dans les conditions normales, c'est ça un des rôles importants des chefs traditionnels. Le chef traditionnel doit respecter d'abord lui-même les mesures barrières, mais il doit surtout inciter la population à respecter ces mesures. Il doit le faire par tous les moyens, parce qu'il y va de la santé de tous. Le chef de canton ou le chef traditionnel, pour aider à lutter contre la pandémie, doit renseigner les services de santé chargés de la lutte contre la pandémie des cas suspects dans sa localité. Le chef traditionnel doit contribuer à cela, au respect par sa population de ces mesures qui sont prises. Le
chef traditionnel doit écouter les responsables de la santé. Il doit les consulter pour être au courant de la mise à jour des mesures. L'obligation pour vous, chefs traditionnels, que nous respectons et dont nous voudrons voir l'honneur toujours préservé, que vous dénonciez tous les comportements ou états dangereux. Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'insister trop. Moi, je vous donne juste l'aspect juridique de la chose. Il y a une interdiction. Et lorsque vous violez l'interdiction, vous vous exposez à la rigueur de la loi. Pour que nous puissions célébrer les fêtes traditionnelles, il nous faut vivre d'abord. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le chef traditionnel agisse toujours de manière à embellir son image dans son propre miroir et dans le rétroviseur de ceux qui l'entourent. Autre objectif assigné à cette rencontre, informer la chefferie traditionnelle sur l'état des lieux de la pandémie au Togo, présenter les mesures prises dans le cadre de la célébration des rites et recueillir leurs avis et contributions pour mener à bien la lutte. Et pour ce qui est de notre pays, le Togo, depuis le 6 mars dont on a trouvé le premier cas, nous sommes depuis hier à 1457 cas enregistrés, confirmés enregistrés. Bien sûr, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans ces 1457 cas, il y a 1079 personnes guéries parce qu'ils ont été prises en charge correctement. Nous déplorons 31 décès depuis hier. Et de façon détaillée, quand on prend la région des Savanes, nous avons au jour d'aujourd'hui 76 cas totalisés. Dans la région de la Kara, 157 cas totalisés. Dans la région centrale, là où actuellement il y a des foyers, nous avons 250 cas cumulés. Dans la région des plateaux, 115 cas cumulés. Et les préfectures Golfe, Agoué et en somme la région maritime, 864 cas. Tous ces chiffres nous interpellent. Tous ces cas ont été pris en charge grâce à la riposte et grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, président du comité de crise, dans les manifestations publiques et tout rassemblement. Tous ces gestes doivent être respectés, mais aussi respecter les mesures prises par le gouvernement par rapport aux rassemblements et manifestations publiques. Et ici, il est important de souligner l'implication des chefs traditionnels pour réguler les célébrations coutumières et les fêtes traditionnelles. Et dans ces cérémonies traditionnelles, il faut faire respecter les mesures barrières. Nous avons vu qu'il y a eu des fêtes traditionnelles ou des cérémonies traditionnelles au cours desquelles il n'y a pas eu respect des mesures barrières et nous avons vu naître des foyers de contamination. Ceci a expliqué l'augmentation ces derniers temps des cas dans notre pays. Toute augmentation du nombre de cas entraîne systématiquement augmentation du nombre de décès parce que ça va contaminer les personnes que nous appelons les personnes les plus vulnérables. Pour ce qui est de ces fêtes traditionnelles ou ces cérémonies, des décisions aussi ont été prises. Pour chaque région ou chaque zone, il y aura bouclage de la préfecture ou de la zone une semaine avant, une semaine après. Et pendant la période, il y aura le couvre-feu dans la zone. Tout ceci aussi s'explique
Le bouclage, comme c'est les cérémonies qui sont autorisées, ça permettra d'éviter que d'autres personnes amènent des cas dans votre préfecture, dans votre zone. Le couvre-feu permettra à la fois, comme on a dit, ce n'est pas une fête, mais c'est des cérémonies, d'éviter trop la fête qui permet l'augmentation des cas, donc de diminuer les cas, de rompre la chaîne de contamination. Les deux couplets vont nous permettre de faire nos cérémonies, mais que ça ne soit un danger pour nous. Cette semaine, l'on dénombre dans le monde plus de 23 millions de cas et plus de 900 000 décès de la pandémie. Sur le continent africain, on parle d'1 million de cas, dont 150 000 en Afrique de l'Ouest. La menace est mondiale et n'épargne aucun pays, d'où la contribution de chacun des acteurs de la vie nationale pour une réponse commune et efficace. Et les cas ont augmenté. Voilà, on a vu, avant de parler des cas, du nombre de cas à ce jour, petite parenthèse avant de revenir à vous. Togbi, finalement, c'est Togbi Docteur. Hein. Merci d'être Togbi Docteur sur le plateau ce matin. Et voilà, c'est dit officiellement. C'était dit avant, hein, subtilement, mais là, il fallait qu'il y ait un article, une loi précise qui en parle, les fêtes traditionnelles. Voilà, il y en a plus cette année. Mais on nous dit que les cérémonies vont se tenir. En fait, c'est quoi? Quelle est la substance de cette décision-là? Oui, c'est de pouvoir effectivement organiser les cérémonies avec assez de modestie, et sans un événement grandiose comme on a l'habitude de le faire. Donc c'est les prêtres seulement qui vont, ou alors les personnes consacrées seulement pour les cérémonies dans chaque zone qui vont y aller pour faire les cérémonies. Exact. Ce n'est même pas toutes les personnes consacrées. Parce que si vous allez sur ce terrain-là, vous pouvez trouver 40, 50, en tout cas, 100 personnes tout de suite. Donc c'est des gens bien ciblés que l'autorité traditionnelle va identifier pour pouvoir mener ces cérémonies de façon symbolique. De toutes les manières, toutes les autorisations ont été déjà reçues de la part des membres des ancêtres qui comprennent eux-mêmes aussi la situation, qui ont donné le feu vert pour que les choses se déroulent ainsi. Donc, il faut que le citoyen lambda puisse aussi comprendre qu'une fois n'est pas coutume, mais c'est la situation qui demande que les choses se passent ainsi. Alors, nous devons tous nous conformer à cela. Dans Bé, vous êtes Togbi dans... Bessouzané Timé. Dans Bessouzané Timé. Numéro 2. Voilà. Donc c'est Bé, Agoué, Aflaou. Ils ont aussi une fête traditionnelle d'Ounéniouz. Exactement. Qui devrait se célébrer dans quelques jours normalement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, c'est... Allô? Non, la grande fête ne serait pas organisée. La cérémonie symbolique sera faite en respectant effectivement les mesures barrières selon les directives de l'État. C'est ça. Là, il a été dit que dans chaque zone, avant chaque cérémonie, la zone sera bouclée. Tout à fait. Et qu'un couvre-feu s'imposera sur la zone. Tout à fait. Voilà quoi, c'est-à-dire que normalement, on aurait pu ne pas faire ça si nous n'étions pas aussi têtus, si nous avions manifesté notre discipline vis-à-vis de tout ce qui a été demandé depuis. Mais comme nous ne sommes pas super, giga, méga disciplinés là, il faut que l'autorité revienne avec le bâton pour nous dire voilà quoi. De toutes les manières, ce que vous avez fait comme remarque, elle est fondée. Et aussi, ce n'est pas seulement au Togo, hein, dans le monde entier, on trouve ce genre de comportement de la part du citoyen lambda. On a vu en Europe, en France, en Allemagne même, des manifestations de masse. Grandioses, sans protection. Oui, oui. Exactement. Contre l'autorité de l'État qui exige à ce que des mesures barrières soient respectées. C'est un phénomène mondial, pas seulement qu'au Togo. Et les pays actuellement qui s'en sortent très bien, qui maîtrisent assez bien ce virus, ce sont des pays qui imposent des décisions à tout le monde. Et jusqu'à présent, je peux citer même le cas de la Thaïlande, où depuis plus de 3 mois et demi maintenant, il n'y a plus eu de transmission locale dans le pays. C'est des pays qui ont imposé des lois. Jusqu'à présent, ils ont refusé catégoriquement d'ouvrir leurs frontières aux dépens
au détriment, tourisme, tout ça. Au détriment du tourisme, oui, au détriment parce que de l'économie. Bali et au consort, c'est beaucoup le tourisme Exactement, dont les populations vivent, mais c'est fermé. Et c'est fermé. Et même si vous êtes diplomate et que vous venez, vous rentrez dans le pays, vous êtes obligé de vous mettre en quarantaine pendant les 14 jours dans un hôtel. On vous suit, on s'assure que vous ne bergez pas le virus avant qu'on ne vous autorise. Sortir, oui, mais c'est ça ou rien. Soit vous acceptez, vous vivez dans le pays. Soit vous partez chez vous. Absolument. Donc, voyez-vous, alors le Togo ne fait même pas le centième de ce que ces pays-là font. Mais les gens boudent. Les gens boudent. Si c'est cette mesure-là qu'on me demande de respecter, je pense qu'il faut le faire. Parce que sous d'autres cieux, c'est pire que ce que nous trouvons ici. C'est clair, c'est complètement clair. Et donc, pour tous ceux qui s'apprêtaient à aller pour les fêtes traditionnelles, reposez-vous. Hein? Reposez-nous. Fêtez intérieurement. Priez. Priez. On a dit maintenant que c'était les cérémonies, on accompagnait les célébrations de prières, de vos prières. Parce que les nombres de cas augmentent. On a vu le docteur Agbobi la semaine dernière qui nous a dit qu'il n'y a pas de jour où on n'est pas un minimum de 10 cas. Hier, j'étais surprise d'apprendre au journal de 20h, le dernier point, qu'on avait 20 nouveaux cas et 31 décès. Ce matin déjà, les chiffres ont encore augmenté. Les chiffres ont été mis à jour. Généralement, on les met à jour avant 20h. Mais là, non, Firmin, ça, ce n'est pas le dernier tableau. Firmin, ce n'est pas le dernier tableau. Le dernier tableau a été mis à jour à 20h37. Et sur le dernier tableau, c'est 32 décès. Donc, on a eu un décès hier après 20h. Donc, un décès. On a aujourd'hui 351 cas actifs au Togo, 32 décès. On a les guéris aussi, mais ce qui nous intéresse, c'est les cas actifs et les 32 décès. Et je m'en vais, vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site covid19.gouv.tg. La répartition des cas, bon, le commentaire de l'actualisation n'est pas encore disponible, mais par rapport aux dernières contaminations, on sait qu'il y a 11 cas parmi les suspects. Une femme dans la préfecture d'Agoué, quand vous dites qu'il n'y a pas ça à Agoué, une femme et 2 hommes dans la préfecture du Golfe, un homme dans la préfecture des Lacs, 2 femmes et un homme dans la préfecture de Tchaoudjo, 2 hommes dans la préfecture de la Kosa et un homme dans la préfecture de Toune. On voit que ça se répartit sur tout le territoire, les contaminations, où il y a des zones, des foyers de forte contamination, mais les cas maintenant, ça touche pratiquement toutes les préfectures, tout le territoire. On a dans la préfecture du Golfe 2 cas parmi les dépistés, un homme et une femme dans le Golfe. Aucune zone n'est aujourd'hui épargnée pour que l'on se dise que dans ma zone ici, voilà, toutes les zones. Maintenant, dans le district sanitaire que vous avez en charge, quelle est la situation en fait? Quelles sont les zones de plus forte contamination? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Lys. Les choses ont quand même évolué. Je ne suis plus en charge du district sanitaire numéro 1 seulement. Il fallait me dire ça. Oui. J'ai eu la chance d'avoir une petite promotion. Je suis maintenant en charge de toute la préfecture du Golfe, donc qui comporte 7 communes. Pause. Oui, ça dit que vous êtes directeur préfectoral de la santé. Exactement. Du Golfe. Exactement. Et vous avez caché ça. Ça, c'est bonne nouvelle. Bon, pour tous ceux qui j'ai donné rendez-vous à 10h30. Ça, c'est bonne nouvelle. Je ne suis plus dispo à la fin de l'émission. À checker.fr. Je ne suis plus dispo à la fin de l'émission. Pour tous ceux à qui j'ai donné rendez-vous à checker.fr. Togui, ça c'est bonne nouvelle. Oh, si vous saviez comment on vous adore dans cette émission. Non, Togui, l'information l'avait passée, vous n'avez rien dit. Mais c'est plutôt bien d'avoir dit ça. Il voulait nous faire la surprise aujourd'hui. Ah, super. Donc là, ça nous permet quand même d'avoir une plus large vue de la situation dans la préfecture du Golfe. Donc, monsieur le directeur de préfectorat de la santé Golfe, dites-nous. Bien sûr. Non, je pourrais vous dire que la préfecture du Golfe se taille la part du lion. Dans je pourrais dire, dans ces statistiques malheureuses, où nous, sur toute l'étendue du territoire, nous couvrons environ 40% des cas de contamination. Oui. De la préfecture du Golfe, c'est-à-dire c'est les 7 communes. Les 7 communes. Oui, du Golfe. Sagbado, oui, Gakli,
Douma Sessé, Bagida, Amouti V. Voilà. Et Ebe Domé. Voilà, voilà. Donc, on couvre 40... Il n'y a pas Agoué dedans. Non, il n'y a pas Agoué dedans. Il n'y a pas Agoué dedans. Agoué, c'est l'autre préfecture. Et lui aussi, c'est des cas là-bas, beaucoup de cas aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Lui aussi. La préfecture du Golfe est en tête et suivie d'Agoué sur le plan national. Bref, le Grand Lomé... Le Grand Lomé seul fera environ 50% des cas. Mais la région centrale aussi est fâchée. Elle a dit non, tu ne peux pas me dépasser, je vais te dépasser. Et la région centrale aussi galope derrière. Non, mais sérieusement. Normalement, ça devait être le contraire. Chacun doit faire un effort pour dire que moi, il va y avoir moins de contamination dans ma commune, dans ma communauté. Vous voyez, mais aujourd'hui, on se laisse aller, on ne respecte rien et on se contamine. Non, mais sérieusement, c'est... C'est dommage. Oui, c'est bien dommage. Bien dommage. Moi, des discussions... D'accord. OK. C'est grave, Toby. Vous aussi, quand vous sortez en circulation, vous constatez ce relâchement là, criard, inquiétant? Oui, tout à fait. Criard inquiétant. En venant ici un dimanche, j'ai encore vu beaucoup de jeunes qui viennent... Des sportifs. Oui, c'est bien que ce soit vous qui ayez vu. Bien sûr, je les ai vus attroupés et qui se tiennent par la main, qui déambulent dans la rue sans aucune mesure. Personne dans la foule que j'ai vue n'avait le masque. Vous avez vu de vos yeux, vu vous-même, directeur préfectoral de la santé. Bien sûr. Parce que moi-même, j'en vois tous les dimanches. On en parle ici. Et on en parle ici. Les gens sont agglutinés, ils chantent, ils courent. Oh. On voit tous les dimanches. On court pour être en bonne santé. Maintenant, on va aller là-bas, choper un virus. Sérieusement, il faut qu'on sache ce qu'on fait dans la vie. Oui, c'est vrai. Ils courent là, c'est pour garantir la bonne santé. Oui. Maintenant, on leur dit, dans ce que vous faites là, vous allez tomber malade, mais ils font quand même. Ils cherchent vraiment la santé. Oui, quand on parle de la santé, quand on parle du sport, au fait, ce n'est pas les sports de compétition dont on parle. Quand on te dit qu'il faut faire des activités sportives, quand vous lisez bien les recommandations de l'OMS, ça a été clair. On a parlé des activités sportives. Activité physique, voilà. Oui, c'est différent des sports de masse où on déploie beaucoup plus d'énergie pour des buts précis. Mais ici, on dit activité sportive, même dans votre maison. Exactement, on peut sauter la corde tranquillement chez soi. Vous pouvez faire des activités sportives. Ce ne sont pas des disciplines sportives dans lesquelles on vous oblige à aller. Non, pas du tout. On a dit des activités sportives, c'est clair et net. Il faut faire bouger son corps. Exactement, c'est tout. Marcher 30 minutes par jour. Bien sûr, brûler un peu de calories. Si vous avez des escaliers dans votre maison, montez, descendre. Vous n'avez pas besoin d'être dans la masse. Faites un peu de pompe. Il y a beaucoup même d'émissions de santé fitness qu'on voit sur la TVT, d'autres télés. Et puis on a le téléphone, on a WhatsApp. On peut cliquer sur YouTube, exercice à la maison. Oui. On va suivre les exercices à télécharger. Il y en a tellement téléchargés que bien sûr. Le choix est difficile. Le choix est difficile. Sauter à la corde. Oui. Ça, c'est juste pour entretenir un peu son organisme, c'est tout. Ce n'est pas forcément sortir, aller à la plage, aller dans la rue, aller jouer. Aujourd'hui même, moi, j'ai vu des équipes en venant. J'étais un peu pressé, sinon, mais j'allais de toute manière rentrer. Si je trouve encore, je ferai mon devoir citoyen. Mais en même temps, c'est vrai, nous parlons des sportifs, mais au niveau des élèves... Micro. Ok, d'accord. Oui. Super. Voilà. Okay, mais au niveau des élèves, qu'est-ce qui se fait concrètement à votre niveau, Togbi? Parce que en semaine, quand même, j'ai vu certains élèves, j'étais, choquée de les voir regroupés sans masque, en train de causer, en train de discuter. Et ce qui fait mal, c'est que quand on s'approche de ces élèves-là pour leur parler, il y en a qui disent « Oh, ça ne passera pas par moi ». Et la toute a dit non. Et la toute a envoyé quoi? Oui. Voilà, genre ça passera pas par moi et tout ça. C'est le langage que ces élèves-là tiennent. Et donc je veux bien savoir à votre niveau, Togbi, dans votre district. Non, dans la préfecture, s'il te plaît. Okay. Ah, excusez-moi. Et puis pour préciser, hier, quelqu'un nous disait que dans les centres d'examen, les élèves ne portaient pas le masque. Oui, que depuis chez eux,
depuis chez eux jusqu'à la porte du centre, ils ne mettent pas le masque. C'est à la vue des agents qui vont vérifier le masque. Justement, les élèves dont je parle... Ils mettent le masque à l'entrée et dès qu'ils dépassent l'agent qui vérifie, ils enlèvent le masque jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour rentrer en salle. Et que même en salle, il faut voir comment ces masques Justement, les élèves dont je parle, c'était pendant les examens. Donc, ils sont sortis, justement, et ils sont venus se mettre dehors. Ils étaient quand même 5 ou 6. Hein. C'est la révision pour les examens. 5 ou 6 en train de causer, en train de se toucher, en train de rigoler, de se taper, tout ça. C'était assez... Oui, souvent, pour les élèves, ce que moi je dis, j'indexe souvent les parents. Parce que je dis clairement que c'est une question d'éducation. Alors, si vous êtes parent d'élèves, vous avez fait un effort pour inculquer à l'élève que voler n'est pas bien. L'élève, vous lui avez cité les 10 commandements de Dieu, tout ce qui est bon, ce qu'il faut faire, tout ce qui est mauvais, qu'il ne faut pas faire. Et que vous avez l'assurance que votre enfant suit ça correctement. Mais maintenant, dites-vous qu'il y a un 11e commandement de Dieu qui est les mesures barrières. Actuellement, oui. Absolument. Et faites en sorte que votre enfant, qui respecte les 10 premiers, qu'il arrive à respecter le 11e. Tout simplement. Alors, si un enfant le fait, c'est à l'actif du parent. Tout l'honneur revient au parent. Mais si un enfant ne le fait pas, moi, j'indexe le parent. Absolument. Les directeurs d'école, ils ont leurs responsabilités, ils savent ce qu'ils ont à faire dedans. Les enfants à l'école, comme vous l'avez dit, font tout pour faire croire aux directeurs, aux enseignants qu'ils respectent les mesures barrières. C'est quand ils sont loin de la vue des responsables d'école, c'est en ce moment qu'ils commencent par enlever et se comporter comme des criminels. Voilà, absolument, hein, absolument. Il faut qu'ils le sachent. C'est de gros criminels. Il faut qu'ils le sachent qu'en ne respectant pas les mesures barrières, c'est deux choses, deux situations. Hein, on fait le choix entre deux situations. Soit on veut se suicider, ou bien on veut être criminel. Vous l'avez très bien dit. Oui, parce que vous pouvez être contaminé. Et en vous contaminant, rien ne garantit que vous allez en sortir. Vous partirez seul avec. Exactement, vous pouvez en mourir. Oui. On a vu des jeunes, on a vu des gens solides qui sont morts. Ou bien vous avez pu vous en sortir, mais vous avez contaminé un corps peut-être plus fragile que le vôtre et qui, lui, en est mort. Vous allez porter ça sur votre conscience. C'est ça. Donc, c'est que deux situations, soit vous êtes adepte au suicide. Criminel et kamikaze. Exactement. Donc, moi, je crois que les parents ont un rôle important à jouer pour que les élèves qui sont encore sous notre responsabilité, qui ne sont pas peut-être encore majeurs, puissent respecter les décisions. Absolument. C'est clair. C'est extraordinaire quand même ce qu'on voit. C'est extraordinaire. Finalement, vous avez le tableau d'actualisation des chiffres. C'est pour vous dire que ça augmente. Si hier déjà le soir, on nous annonçait 31 morts. Le week-end dernier, on était à 27, c'est passé à 28 et rapidement c'est 31. Hier 31 et ce matin à 32. Je ne sais pas ce que vous attendez pour... ce que les gens veulent encore voir pour croire que cette maladie, elle existe vraiment. Mais sérieusement, c'est... Mais nous, on est sur le terrain de la sensibilisation, toujours à rencontrer des situations pas très gaies, comme je l'ai dit, c'est pas qu'au marché, là. Mais face à ça, c'est bien de parler. On peut considérer aujourd'hui que la phase de la sensibilisation, elle est passée depuis longtemps. Passons à la répression. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Il faut que la force anti-pandémie, il faut qu'elle tape plus. La semaine dernière, dans la commune de Sagbado, et bien ailleurs aussi, des gens, pour faire des manifestations, des mariages ou des funérailles, prennent l'autorisation au niveau du ministère pour pouvoir organiser ces événements-là. Le ministère donne l'autorisation en précisant qu'il faut respecter les mesures barrières. Mais les gens, forts de ça, les personnes pensent que ce sont des autorisations, des dérogations à eux faites pour aller fêter comme s'il n'y avait pas. C'est-à-dire que le ministère a signé pour... De complaisance, quoi. Merci. Non, que le ministère a signé que aller fêter, il n'y a pas coronavirus. Les gens se comportent comme si c'est ce qu'on avait écrit sur la délégation. Donc, de gros apatames
pour le mariage, le dimanche dernier dans Sagbado, c'était ça. Gros apatam pour mariage avec plein de personnes les uns sur les autres. Mais c'est des habitants de quartier qui ont pris peur et qui ont signalé au niveau des autorités municipales qu'il y a un souci. Mais quand la force anti-pandémie arrive et qu'on leur brandit l'autorisation, là, on dit on a l'autorisation du ministre, donc on ne peut pas agir, on peut pas. Non, ça craint. Le ministre n'a jamais autorisé d'aller mettre en péril le travail commun qui est fait. Non, pas du tout, pas du tout. C'est clair et net. Hein. Quelle que soit l'autorisation qu'on vous donne, la loi de l'État prime sur tout document qu'on vous tend actuellement. Et c'est clair et net, pas d'attroupement de plus de 15 personnes. Il faut la distanciation sociale, il faut le dispositif de lavage des mains autour dans la zone, le port de masque obligatoire et systématique. On pourra enlever ça pour manger entre-temps, mais sinon... Ah ouais. Donc ça, c'est clair et net. Les gens ne peuvent pas, sur la base de ce document qu'ils ont reçu, autorisant la manifestation au détriment du respect du cadre juridique. Ce cadre juridique-là prime surtout. Avoir une autorisation, c'est un fait, c'est un autre élément, dans un autre contexte. Respecter les mesures barrières, respecter les directives de l'État, c'est aussi un autre élément. Vous devez respecter les deux. On n'est même pas obligé, forcément le ministre n'est même pas obligé d'écrire sur le papier respecté. Non. Le ministre vous donne l'autorisation d'organiser la manifestation parce qu'il faut avoir l'autorisation avant d'occuper l'espace public, et ainsi de suite. Vous l'avez pour ça. En dehors de ça, le cadre juridique stipule qu'il faut mettre en œuvre le respect scrupuleux, rigoureux et strict des mesures barrières. Ça devait se faire. Alors si la force pandémique arrive, nonobstant l'autorisation que le ministre a donnée, il doit vérifier si les mesures barrières sont respectées. Auquel cas, instruire les gens à les respecter. Si les gens acceptent, ils le font, pas de souci. Mais si n'acceptent pas, je pense que la loi doit être appliquée. La fête peut s'arrêter, il n'y a absolument, pas de souci. Oui. La fête peut s'arrêter. Les grandes fêtes traditionnelles même sont arrêtées. Ce n'est pas une petite manifestation de quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter, qu'on va laisser. Donc, c'était pour revenir à cette nécessité maintenant de taper un peu plus fort. Au début, il y a quelques jours, il y a quelques semaines encore, pour quelques jours, les verbalisations, pour les 3000, voilà, c'est ça maintenant le tableau actualisé. Merci Firmin pour le boulot. Je ne sais pas comment avec ça on peut encore s'amuser à dire que Corona, il n'y a pas ça au Togo, qu'il n'y a pas ça au Togo. Je cherchais le dernier chiffre. Les derniers chiffres, pour vous parler de l'évolution, en fait, en quelques jours. Donc, c'était 347 cas hier nuit aux 20h. À la mise à jour, vers 19h, 31 décès. Donc, ce matin, déjà, de 347 cas, on est passé à 351 et à 32 décès. Donc, vous voyez que ça craint énormément. C'était les chiffres d'avant, d'hier soir, et puis les chiffres d'aujourd'hui. Il faut qu'on passe encore aux verbalisations. Vous ne trouvez pas que... Parce que tellement les agents de la force anti-pandémie, ils ont parlé eux-mêmes ils sont fatigués. Donc tu les vois, des fois, ils sont là. C'est-à-dire que la personne n'a plus de ressources en elle-même pour parler. Donc, tu seras choqué de voir un agent qui est là, mais que pas loin de lui, qu'il y ait des comportements, mais qui ne disent rien, parce que peut-être qu'il ne sait plus comment s'y prendre. Quoi. Mais verbalisons vivant. Moi, la dernière fois dans mon quartier, il y a des femmes qui... Micro. Dans mon quartier, il y a des femmes qui voulaient se battre, en fait. Alors, ne pas reporter la bagarre. Non, pas reporter la bagarre. En fait, c'était un groupe de 5-6 femmes qui sont venues pour en attaquer une autre, une seule. Oui, la seule aussi, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dû faire quelque chose. Mais non, je ne me suis pas approchée même pour savoir. Ce n'est pas le genre de... Ce qui s'était passé, je me suis rappelé de l'illustration de Déo qui disait de mettre
En le veilleuse. reporter, voilà, il faut mettre en veilleuse les bagarres. Les bagarres, quoi. C'est pas le moment. Report à nouveau. Report stratégique. Reporter tout ça, là, on va se battre après, d'accord? Non, les séparateurs surtout. Oui. Les séparateurs surtout, ouais. Reporter, battons-nous ensemble contre le corona. Qui verbalise finalement? Est-ce que c'est la force anti-pandémie, elle a les contraventions là pour verbaliser les gens, pour payer ou bien les kéos? Oui, c'est l'illustration dont on parlait. Merci, Firmin. Non, c'est clair et net. Hein. Les ancêtres l'ont déjà dit, que la justice sans la force n'a pas son poids. C'est clair. Absolument. Ah oui, derrière la justice, c'est la force qui donne ce caractère coercitif absolument à la obligatoire. Justice. Absolument. Ça, il le faut. L'homme ainsi fait. Cet adage est véridique, est vrai depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. On peut citer des éléments probants dans l'histoire. Alors, s'il faut maintenant aller à la verbalisation, pourquoi pas? Quand nous prenons l'évolution d'un certain nombre de mesures que nous appliquons, en commençant par peut-être le port des casques sur les motos. Au début, c'était du n'importe quoi. Quand l'État a demandé à ce que ça soit obligatoire, on a encore vu les gens ne respectaient pas. Jusqu'au moment où on a commencé par exécuter des sanctions pénales même, et que les gens ont commencé par le faire. C'est la même chose quand on a demandé aux gens de porter toujours la ceinture de sécurité au volant. Au début, c'était du n'importe quoi. Pareil pour le téléphone au volant, de ne pas le faire, c'est du n'importe quoi au début. Mais jusqu'au moment où on a commencé par sanctionner, les gens ont commencé par rentrer dans le rang progressivement. C'est comme ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent mankind, c'est le peuple de l'humanité. Donc, il faut cette force-là derrière la loi, derrière la justice pour qu'elle soit exécutée. Des fois, quoi. Donc, je crois que le gouvernement ne va pas se dérober de la règle en imposant des sanctions contre ceux qui ne respectent pas ces mesures barrières-là. Ça a démarré avec le non-port des masques, où on verbalise les gens, et on s'est rendu compte quand même que les périodes durant lesquelles la force antipandémique est sortie, et commencer par faire arrêter les gens, verbaliser les gens. On a vu que dans cette période-là, les choses allaient mieux. Maintenant que... Qu'est-ce qu'il y a maintenant? La force là, ça existe toujours. Oui, la force là existe. Mais quand ils font les jours où ils sortent, ils font des raids, comme on le dit là, inopinés, et on remarque que il y a beaucoup quand même qui respectent. Il faut que tous les jours soient inopinés maintenant, qu'il faut des raids d'inopinés tous les jours, partout maintenant. Les gens qui font du sport là, vous appelez simplement le responsable de la force antipandémique, lui demander de faire un tour par ses agents quelque part, qui ne vont pas chômer. C'est des gens... C'est même pas loin, de prendre juste la plage, tout le long de la plage. Et d'aller faire un tour. Ça fait plusieurs dimanches qu'on parle de ça, ces... Plusieurs dimanches. Plusieurs dimanches. Sur l'Agoué également. Mais ils le font, ils sortent. Non, c'est galère. Togbi faisait une corrélation entre le port du casque et le masque quand cette décision qui a rendu le port du casque obligatoire est tombée. C'est vrai, les gens ont traîné, c'est par la force des choses, par la sanction que les gens se sont mis à respecter le port du casque. Mais aujourd'hui, le masque, c'est une situation sanitaire. En fait, il y a urgence. C'est pas comme si c'est la voilà, il y a urgence. Donc, je quoi. pense qu'on ne va pas traiter cette situation de la même manière que... Parce que l'autre, il ne met pas le casque, il tombe, c'est lui seul lui qui seul, en et peut-être il va... derrière. Voilà. Mais aujourd'hui, quand je refuse de respecter les mesures barrières, je mets toute une population en danger. Et puis, ça va plus vite. Ça va plus vite. Et donc, les mesures doivent aller aussi vite, quoi. Bien sûr, c'est clair. Oui, directeur, il faut faire quelque chose, pardon. Nous, là, on a peur. Moi, je suis dans le golfe. Oui. Donc, pardonnez, quoi. Sauvez-moi.
Non, mais comme vous l'avez dit, faire quelque chose, c'est vrai. Et ce quelque chose, c'est tout le monde qui doit le faire. Nous-mêmes, on fait déjà. Maintenant, il faut faire plus. Exactement. Il ne faut pas que certains se dédouanent de cette obligation de faire quelque chose comme Lise est en train de le dire si bien. Et chacun doit faire sa part. Hein. Tout le monde doit savoir qu'il a un rôle à jouer dans cette riposte. Personne ne peut se dire que lui, il est inutile, il ne peut rien, n'a rien à faire. Non, ça jamais. Tout le monde a un rôle à jouer. Et ce quelque chose, c'est nous tous qui devons le faire. Nous n'allons pas dire que ça, c'est le rôle de l'État, ça, c'est l'État qui fait ceci. Moi, je ne suis pas concerné, je ne suis pas impliqué. Non, pas du tout. Lorsqu'on se comporte ainsi, voilà, vous ressemblez à cette personne qui soit est adepte du suicide ou... Oui, kamikaze. Exactement. C'est ça. Alors que les deux, la loi les punit bien même. Bien même. Très bien même. Non, quoi. Voilà. Il y a surtout la situation des enfants que nous ignorons. La dernière fois, par exemple, dans le marché de Lukafu, il y avait carrément toute une rangée d'enfants, comme les 7 nés d'Amblanche-Neige. Comme les 7 nés d'Amblanche-Neige, qui sont venus au marché. Et quand je leur ai posé la question... Normalement, vous avez un micro-cravate. Et quand je leur ai posé la question, ils m'ont juste répondu qu'on les a envoyés acheter de la salade. C'est un chapelet d'enfants. 7 enfants, mais comme ça. Tic, sans masque. Et je veux dire, le plus âgé avait quoi? 7 ans, hein? Oui. Et si on me demandait, moi, présentement, de proposer une sanction, je demanderais plutôt qu'on ramasse ces enfants-là, qu'on fasse payer les parents pour les retrouver, pour qu'ils viennent les récupérer. Pour les ramasser à la Ils vont les laisser, vous allez les nourrir pour eux. Oui, ils vont les laisser pour 2 mois, histoire de... On a appelé un patron la dernière fois, il a raccroché. Il a raccroché. On était en sensibilisation. Et le patron, l'apprenti est sorti acheter une tôle sans bavette. Donc, il devait être verbalisé. On a appelé son patron, puis il dit qu'il n'avait pas de sous sur lui. Le patron a été appelé pour l'informer que voilà, votre apprenti est là. Il va être verbalisé, mais il n'a pas de sous. La feuille de tôle que vous l'avez envoyé acheter, on va l'embarquer avec le jeune. Il a raccroché. Il était inaccessible après. Oui, raccroché. Ah bon? Il était inaccessible après. Embarqué. Encore que c'est son apprenti, il n'a rien à voir avec lui. Vous pouvez l'embarquer comme vous voulez. Non, mais il faut qu'on définisse. Oui, il ne faut pas ne comptez pas sur nous. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas tous sérieux. Mais ici, sur le plateau, on est très sérieux. Pour tous ceux qui continuent par poser des questions, par demander pourquoi est-ce que nous ne respectons pas les gestes barrières. Non, quand savez-vous, je suis tentée de vous répondre. Parce que là, on a une très belle distance. On a de Togui, vous-même qui êtes dans la santé, là. Est-ce qu'on est les uns sur les autres ici? On n'est pas les uns sur les autres ici. Et nous, puisque nous travaillons ensemble et que nous connaissons, nous sommes en sensibilisation, nous maîtrisons. Donc l'invité est en masque. Nous ne sommes pas les uns sur les autres. Et nous ne portons pas de masque au plateau. Mais juste à la sortie du plateau, pour rentrer en public, Daniel, montrez-leur votre masque que vous avez, même si vous... Tout le monde a son masque. Quand on sort en public, on porte le masque. Dès que l'émission finit, on se met en masque. Et quand on sort pour partir chez nous, on porte le masque. Moi, dans ma voiture, je ne mets pas mon masque. Si je suis seule, si j'ai d'autres passagers, je mets le masque. En route, j'ai le masque. Quand je dois entrer en interaction avec les gens, forcément, parce que je veux vivre. Non, ce n'est pas pour vous que je fais ça, c'est pour moi-même. Quand je dis à Togui d'agir, là, c'est pour ma vie aussi. C'est pour... Non, sérieusement. On n'est pas les uns sur les autres ici. Et puis, il y a le gel. Si l'on était appelé à se passer le micro, ce qu'on ne fait même pas d'ailleurs, on a la solution avec laquelle on se nettoie les mains avant de... Donc, rassurez-vous, peut-être que c'est votre télé qui est petite, c'est pour ça que... Même si la télé est grande, comment est-ce que les gens peuvent savoir dans leur écran qu'on fait 1 mètre? Non, mais c'est extraordinaire. Ouais, la distance réelle que tu verras avec tes yeux, si tu es ici, c'est pas la même chose que tu verras à la télé. C'est grand à la maison et c'est grand peu de ici. calcul. Regardez. Voilà. Regardez. Je n'ai pas envoyé ça. Il a envoyé ça. Regardez. On ne peut pas se toucher. Non. Elle est loin de moi, elle est loin, très loin. On est quand même... Loin. Non, arrêtez de
de faire comme si vous faisiez la leçon. Non. On ne peut pas se permettre de nous asseoir devant vous. Et puis, donc, comparant au début jusqu'à l'heure actuelle, ça s'aggrave ou ça baisse? Je n'aime pas ça. Hein. Si ça baisse, est-ce qu'on va se plaindre? Là, on avait des gens qui devaient passer à vendre leurs produits, on n'aurait plus l'argent, mais on a dit non. Ce qui se passe actuellement, c'est trop grave. Gardez vos produits en attendant. Nous, on va parler de ce qui est bien pour tout le monde. Donc, voilà. C'est ça. Quelqu'un dit, on ne peut pas comparer le port de casque et ceinture au non-port de masque, vu la situation sanitaire actuelle. Ce dernier, le non-port de masque, est une infraction internationale. Merci. Je vous aime. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. C'est une infraction internationale. Wow. Non, mais même les Allemands qui ont manifesté la fois dernière, nous aurions pu faire une motion contre eux. Absolument. Nous, population consciente de Lomé. Oui. Considérant dénonçons avec la dernière vigueur l'attitude des Allemands qui ont manifesté dans les rues. C'est clair, parce que c'est eux qui vont contaminer les gens. Les gens vont prendre l'avion pour venir ici. Il faut aller à ce côté. Tout à fait, puisqu'il y a plusieurs cas, on a vu, les gens étaient dépistés négatifs dans leur pays d'origine ou bien de départ. Mais arrivé ici au Togo, le test obligatoire qui se fait à l'aéroport a trouvé beaucoup de cas positifs. Voilà. Alors qu'ils étaient négatifs chez eux. Ils étaient négatifs chez eux. Il n'y avait pas eu encore la séroconversion. Le virus n'était pas encore, je pourrais dire, détectable au moment où on faisait les tests. Le temps de quitter pour venir au Togo, c'est positif. C'est positif. D'autres même, ils sont arrivés, le premier test est négatif, mais plus tard, puisqu'il y a 3 tests qu'on leur fait dès qu'ils arrivent. Le premier test à l'entrée à l'aéroport, le second quelques jours plus tard, et le troisième quelques jours plus tard aussi, 7 jours et 16 jours. Mais il y en a qui ont été négatifs au départ, négatifs à l'arrivée, mais positifs au second ou troisième test. Oui, donc c'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de dire, elle est réelle. C'est tout à fait possible que ces foules-là, ces attroupements qu'on voit exactement, des gens peuvent se contaminer quelques jours avant de partir, faire leurs tests qui reviennent négatifs, arriver au Togo, ils peuvent être positifs. Heureusement même, c'est encore heureux, on sera encore heureux si leur test est positif à l'aéroport. Peut-être que le test sera encore négatif à l'aéroport et c'est quand ils rentreront dans la population, peut-être le lendemain, quelques heures après, que ça va se déclencher et puis ils vont nous contaminer. Ce sera un vilain virus des manifestants d'un pays bizarre qui sera ici. Voilà quoi. Donc, nous, population de machin chouette, nous insurgeons contre les manifestations là, que les gens font ici et là pour dire qu'on les prive de les anti-mesures barrières là, moi je ne les comprends même pas. Quelqu'un dit certains éléments de la force anti-pandémie même causent avec les gens sans masque. Justement, hier on parlait de ça. Hier un téléspectateur a attiré notre attention, docteur Agbeti Afa, puisque c'est votre zone, sur des foyers d'animation, de marché. Je connais. Le coin dont on a parlé. Je connais le coin dont des foyers d'animation. Et ce qui a choqué le téléspectateur qui a réagi hier, c'est que ce sont quand même des éléments entrés qui aussi participent à ça. Des coins de Tchoukoutou, il paraît qu'ils s'animent beaucoup à des rues sur les pavés. Très animés avec la musique et tout. Très animés avec la musique et tout. Plusieurs personnes ont confirmé après au téléphone que c'est vrai, mais que ça s'anime là, toujours, quoi. Oui, là... C'est dans votre ressort, Togui. Oui, c'est vrai. Et effectivement, comme vous le savez, on n'a pas le don d'ubiquité, on ne peut pas être partout à la fois. Plusieurs fois. Et souvent, des situations comme ça, devant des situations comme ça, ce que je conseille ou je suggère à ceux qui sont spectateurs de ces situations, de ne pas hésiter de s'approcher du chef quartier. Et, oui. Et à Déhi, là-bas, c'est à Daignan, le chef quartier qui est là. Oui. Ils peuvent s'approcher de lui. Il est juste au tournant, en face pratiquement de l'ancienne mairie. Là. Tout à fait. Donc, on n'a qu'à aller là-bas signaler. Je pense qu'il prendra ses dispositions pour contacter ensuite le maire, si possible, ou carrément solliciter la force. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro? Ça, pour nous, ça peut faire très long, peut-être. Mais je dis, est-ce qu'il n'y a pas un numéro? Tu vois les gens comme ça, qui mettent en péril ta vie, et que tu appelles le numéro, tu leur indiques,
et on vient faire le ménage? Bon, pour le moment, c'est les numéros verts. C'est le 111 là seulement pour la santé. Voilà, les numéros verts là qu'on a. La force anti-pandémie devrait avoir un numéro vert. Un numéro vert aussi, oui. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. On va les suggérer, ce n'est pas compliqué à avoir. Ou bien on peut appeler la police secours et puis ils peuvent savoir comment contacter. Mais sinon, oui, un numéro vert pour la force anti-pandémie, ce serait bien, puisque la lutte aujourd'hui, elle est collective. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense qu'en attendant que ce numéro vert ne soit installé, on peut appeler le 117. Police? Oui. Police secours? Oui, oui. D'accord. Oui. Oui, on appelle le 117, on signale qu'ici, il y a tel. Et je suis sûr que ce soit les militaires qui sont en train de boire du tout sans respecter les mesures barrières, appelez le 117, ne précisez rien, dites seulement qu'il y a un groupe d'hommes ici en train d'agglutiner les uns sur les autres, en train de défier coronavirus. Ce n'est pas seulement à ces points de consommation de boissons locales. Chez les revendeuses d'Aïwala et tout ça, moi, j'en ai vu tout de suite quand j'arrivais. Ils sont assis, ils ne respectent pas les mesures, ils ne respectent rien. Ils sont avec d'autres personnes, pas que... encore que... Oui, mais au début, chez les vendeuses, chez les revendeuses, tout ça, c'était bien organisé avec les marquages au sol, là, comme on a commencé par faire pour les églises. Au début, c'était bien, mais après, c'est humain, hein. C'est un relâchement quand même. À force de... C'est un relâchement humain, mais c'est toujours bien qu'on le leur rappelle, qu'on leur dise non, ne relâchons pas. Ouais. Ce n'est pas le moment de relâcher parce que notre relâchement, on est déjà en train de le payer aussi. C'est un relâchement maintenant. Prenons conscience que nous relâchons et ressaisissons-nous, c'est ça? Tout à fait, absolument. Il n'y a pas raison d'être pour ce relâchement-là. Forcément, on ne doit pas se relâcher, pas du tout. C'est surtout pas le moment où le Togo est en train de donner des statistiques meilleures que les pays de la sous-région. Hein. Au début, nous, on était devant, les gens étaient derrière. Maintenant, ils ont dépassé. Ils sont loin dans les statistiques. Et aujourd'hui, il aimerait bien avoir les statistiques du Togo. Donc, c'est le moment, chacun doit faire preuve de citoyenneté pour qu'on garde ce cap-là, même s'il y a des nouveaux cas positifs. Les cas positifs, dans la situation actuelle, on les aura toujours, hein, tels qu'on vient de décrire. Il y a des sujets contacts qui se positivent plus tard. Il y a ces voyageurs qui rentrent ici, des gens qui ont l'obligation de faire le test aussi avant de partir. C'est des chiffres aussi, des nouveaux cas positifs qui gonflent encore un peu plus nos statistiques. Donc, il faut qu'on fasse un effort pour que les transmissions locales là, diminuent énormément afin qu'on garde ce cap. C'est le lieu d'être aussi des émissions comme celle-ci. Et puis, tout ce que nous continuons par faire en matière de sensibilisation. Il y a aussi un élément fondamental que nous réclamons maintenant, c'est la stigmatisation. Et nous ne devons pas considérer d'abord ces personnes qui sont des cas positifs comme des moins que rien, non pas du tout. C'est des êtres humains comme nous autres. Ils ont eu la malchance à un moment précis de leur vie d'être en contact avec ce virus. Ça n'a rien de criminel. Il ne faut pas les traiter comme des moins que rien. C'est des comportements que nous affichons, des propos que nous délivrons, qui font que des fois, il y a des gens, une fois connus positifs, mais ils disparaissent. Ils ne veulent pas qu'on les prenne, on vienne les chercher, les amener. Que ça se sache. Que ça se sache. C'est nos comportements qui font cela. Et surtout ceux qui guérissent, qui ont la chance de sortir vivants de leur confinement ou de leur isolement, qui arrivent, normalement, c'est ces gens-là qui devaient nous aider pour parler de cette maladie à la population, pour leur dire non. Il faut pouvoir être identifié et être enlevé de la société pour ne pas contaminer d'autres personnes. Donc, l'État fait beaucoup pour la prise en charge de qualité de tous ceux qui sont positifs. D'où ils viennent, ce n'est pas de l'enfer, au contraire, mais c'est quand même, excusez-moi le terme de le dire, un environnement quand même meilleur pour la plupart des citoyens lambda. Moi, sans vous mentir, je n'ai jamais passé, ce n'est pas ironie, hein, ce n'est pas, je dis que c'est un bon endroit, mais je n'ai jamais passé une seule nuit à l'hôtel Edaouba où
Ibis, dans ma vie. Mais aujourd'hui, si tu es positif, on te loge là-bas. Donc c'est pour vous dire que l'État a fait un effort. De mettre les gens à l'aise. À l'aise, dans un cadre qui dépasse les moyens de 80% des Togolais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore par rapport à ça? Donc il faut que les gens sachent, c'est vrai, aucune œuvre humaine n'est parfaite sur cette terre. Mais l'État togolais, quand même, fait d'énormes efforts pour prendre en charge correctement, dans les règles de l'art, tous les cas positifs. Et au retour de ces cas-là, nous ne devons pas les considérer comme des moins que rien. Une fois qu'ils guérissent, ils arrivent, ils sont comme nous autres, dans la maison, dans la société. Seulement que vous soyez guéri ou pas, tout le monde doit respecter les mesures barrières. Au retour du centre de traitement, nous tous, nous devons continuer par respecter les mesures barrières. C'est clair. Personne ne doit dire, moi j'ai fait la maladie déjà. J'ai fait la maladie déjà. Il y a plein de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. C'est pas comme si c'est le bac, quoi. Tu l'as passé, tu as réussi, c'est fini. Une fois époux de mon on a reçu déjà un guéri du Covid, Togbi, mais super, qui a témoigné à visage découvert de son expérience, de son vécu, et aussi de la misère que lui et sa famille et lui ont vécu dans son quartier. Mais heureusement, à ce jour, ils ont quand même pu sensibiliser les voisins pour éviter cette discrimination. Voilà. Et qu'on espère que dans d'autres contextes, les personnes n'indexeraient pas des personnes, leurs voisins qui ont été malades de Covid. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. On ne va pas le chercher. C'est nos comportements à nous. Tu peux peut-être être réglo tout le temps, mais juste un petit moment d'inattention et tu chopes ce virus-là. Ceux qui ont la maladie font le virus. Ce n'est pas qu'ils sont négligents, même pas un peu, mais c'est nous tous. Donc ne stigmatisons pas. On pourra avoir tout de suite une planche qui nous conseille bien sûr ce sujet-là. Non, moi je pense que vous avez très bien fait, je vous félicite. Merci. Et je vous encourage à en faire encore plus. Parce que le témoignage de ces personnes-là a beaucoup plus de force que ce que nous disons. C'est clair. Et si on peut en faire régulièrement, ça va beaucoup aider la lutte là que nous sommes en train de mener. Cette guerre mondiale que nous faisons que nous faisons tous contre ce virus. C'est justement la stigmatisation qui décourage certaines personnes qui ne veulent pas s'afficher. Monsieur David Kwebiakou était assez courageux d'affronter, puisque dans son quartier, il avait déjà affronté tout ça. Bon, et puis il est convaincu que c'est eux, aujourd'hui, les guéris, qui peuvent mieux porter la lutte. Il est convaincu, il l'a fait. Mais c'est nous, notre stigmatisation, qui fait que les gens ont peur de s'afficher, de dire j'ai fait la maladie, parce qu'on ne sait pas quel sort sera réservé aux enfants dans le quartier. Et tu es peut-être dans une maison de location, dans une cour commune, le propriétaire pourra venir te dire pardon, il faut me laisser ma chambre. C'est autant de choses qui freinent le passage. Des gens comme cette dame, Pato, machin fini là. Vous savez ce qu'elle dit là-bas? Je vais vous lire ce qu'elle dit, cette dame-là. Vous avez en exclusivité, comme cela, des planches de sensibilisation que nous utiliserons dans quelques jours pour une nouvelle campagne de sensibilisation. La dame dit, tu vois, ce monsieur, c'est un danger public, car c'est un guéri de Covid. Ah, non. Bah ouais. Et le monsieur, il fait bien de la reprendre. C'est elle qui n'a pas de masque. Le monsieur dit, tu ne portes même pas de cache-nez. Mais c'est toi qui incites à la discrimination des personnes guéries du coronavirus. Tout à fait. Voilà. C'est des situations comme ça. Jésus a dit, il vaut mieux enlever toi-même la poutre qui est dans ton œil avant la brindille. Que de chercher à enlever la petite paille qu'il y a dans l'œil. La brindille, carrément. Il y a des anciens même qui disent que celui-là qui n'a pas encore atteint l'autre rive. Ne se moque pas de celui qui se noie. Absolument. Oui, nous avons un long chemin à parcourir dans la vie. Alors, nous devons plutôt nous entraider. C'est le savant là qui dit, ça doit être Socrate, non, qui dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, je ne sais rien. C'est rien. Oui, il faut une certaine modestie dans la vie, humilité dans la vie, absolument. Au lieu de croire qu'on est l'épicentre de la connaissance du monde, mais il vaut mieux se faire petit.
trop petit pour apprendre et acquérir encore. En plus, ce virus vient nous démontrer que nous sommes petits. Infiniment petit par rapport à la nature. En fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux. Oui. C'est infiniment. Lui-même, il est infiniment petit, microscopique. Mais à nous, géants, il nous prouve que les vieux mini là. C'est même pire que les deux premières guerres de 1914 et 1945 que le monde avait connues. Parce qu'au moins là, on voit on savait sur qui on tirait. On voyait sur qui on tirait, on voyait l'arme. On sait comment faire pour esquiver, pour ne pas être dans le champ de tir. Mais ici, on ne voit l'ennemi, on ne sait pas où il est. Tout est champ. Tout est champ, on ne sait même pas comment il est. On ne sait pas. Ouais, du jour au lendemain, on te dit, mais tiens, mais l'ennemi t'a appris. Mais tu dis, mais comment? Moi, j'ai toujours... Où est-ce que je l'ai rencontré? Voilà. Donc, lui, il est aux aguets. C'est le jour où tu baisses la garde qu'il saute dedans. Mais le truc aussi, tu ne sais même pas quand est-ce que tu as baissé la garde. Mais le truc aussi qui est marrant, c'est quand même que lui aussi, il ne fait pas bien. Il y a des gens négligents finis. Il n'a qu'à les prendre aussi un peu. Non, mais tout le monde est... Non, il y a des négligents finis là. Pour qu'ils puissent être sûrs qu'il y a Covid, il faut qu'eux-mêmes ils meurent de Covid. Mais malheureusement, ils ne pourront même pas avoir l'occasion de témoigner. Parce que pour notre malade qui a témoigné, vous imaginez que les gens lui ont demandé est-ce qu'il est sûr que c'est Covid qu'il a eu. Puisqu'après l'émission, on a quand même fait le tour de certaines radios. Les gens ont appelé qu'il est sûr que c'est Covid qu'il a eu. Quelqu'un dit, et la personne dit, j'ai quel intérêt à venir me mettre devant vous? C'est pas comme si on me payait. J'ai quel intérêt à venir me mettre devant vous pour vous dire que cette maladie existe, je l'ai vécue. Il dit non, que lui là, est-ce qu'il est sûr que c'est Covid qu'il a? Même il y a d'autres qui demandent qu'est-ce qui nous prouve que ce mec a été vraiment malade et que c'est pas un montage qu'on a fait. Mais c'est même eux qui disaient, mime les quoi donnerait quoi, on ne voit personne, à mes collègues d'organes, on va le grogner. Et on leur apporte un malade. On invite quelqu'un qui a souffert de la maladie, ils disent encore quelle est la preuve. Alors que quand on était sur le terrain, que les gens tenaient cet argument-là, c'est ce que je leur disais. Qu'est-ce qui va vous garantir que ce monsieur que vous voyez ou cette dame que vous voyez a vraiment été en contact avec le virus? Donc le plus important, c'est de respecter les mesures barrières. Si on nous ment, si tous les dirigeants du monde se sont réunis pour décider que nous allons mentir à nos concitoyens qu'il y a coronavirus et dépenser de l'argent comme ça parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec l'argent de leur pays. Ok, respectons quand même les mesures barrières. Restons vivants et après, on va dire, oh, vous avez menti. Mais si nous ne respectons pas les mesures et que nous décidons tous, comment on saura à la fin qu'ils nous ont menti ou ils ont dit la vérité? Moi, ces gens-là qui doutent, qui demandent de savoir qu'est-ce qui nous prouve que ces personnes, effectivement, qui viennent témoigner, ont eu le virus. Bon, la première question que je pose à ces gens-là, c'est de savoir qu'est-ce qui leur prouve, eux, le contraire. Voilà. Qu'est-ce qui leur prouve que cette personne n'a pas eu le virus d'abord. Ils répondent souvent que c'est le nouvel ordre mondial qu'ils s'organisent pour réorganiser le monde. Maintenant, l'autre élément, c'est que est-ce que ces gens-là qui disent ça, est-ce que dans leur vie, à un moment donné de leur vie, est-ce qu'ils ont une fois fait une analyse médicale? Oh, même pas la goutte épaisse. Alors, si au moins ils l'ont fait une fois dans leur vie, la question est de savoir est-ce qu'ils ont cru au résultat qu'ils ont eu. Au résultat qu'ils ont eu. Mais ils n'ont qu'à répondre à ces questions. Merci. Maintenant, si ils ont payé les médicaments que le médecin leur a... Et qu'ils ont été guéris. Ils ont été guéris, c'est parce qu'ils ont cru au résultat maintenant. Pourquoi le même médecin, avec les mêmes machines, fait l'analyse de Covid, maintenant pourquoi ils doutent de ça? Donc oui, je peux aussi dire que c'est la faute aussi à certains médecins qui font des sorties qui ne vont pas dans le sens de la lutte. Il y a un médecin camerounais. Moi, je discute avec quelqu'un qui est convaincu que ce virus est une machination. Et donc, lui, pour me prouver ça, c'est seulement les vidéos de ce médecin camerounais qui m'envoie un médecin qui vient sur un plateau télé dire qu'il a testé la canne à sucre. Ça s'est révélé positif. Il a testé papaye. Ça s'est révélé positif. Et que le coronavirus, c'est l'OMS qui organise. C'est un complot. Ne faisons pas le relais de ces informations. Ne faisons pas le relais de ces informations. Ça sape la lutte, vous ne trouvez pas, Toby? Ça sape la lutte. Il faut être intelligent derrière. Moi, j'aime bien être sur un plateau avec
des gens qui ont des avis contraires. Nous sommes en démocratie. Hein. Exactement. Chacun peut dire tout ce qu'il veut. C'est ça un peu la démocratie. Ce qui est contraire aux lois traditionnelles. Moi, dans la tradition, je sais la conduite à tenir. Quand mon supérieur hiérarchique, qui est mon chef canton, Togwigan Adela Kassoukrat, que je salue ici avec révérence, quand il dit des choses, je les prenne comme des vérités d'église. Hein. Ça, c'est la valeur africaine. C'est la valeur africaine vers laquelle nous devons aller encore pour faire face à un certain nombre de choses. Alors, mais le Camerounais, là, qui dit, qui fait ces déclarations, et c'est vrai, il a le droit, chacun a le droit de s'exprimer. Sur le compte de ce droit d'expression, il dit ce qu'il veut dire. Il dit. Celui-là qui croit ce Camerounais, il n'a qu'à compter sur le bout de doigt combien sont ces scientifiques. Est-ce qu'il peut nous citer en dehors de ce Camerounais un deuxième médecin, un troisième, un quatrième, un dixième, un cinquantième de différents noms, de différentes nationalités qui tiennent ce propos. Mais je suis sûr que lui, il peut citer 100, 200, 300, 400, 500 médecins de différentes nationalités qui tiennent les propos contraires. En démocratie, on adopte quoi? La majorité ou la minorité? La majorité. Alors, pourquoi maintenant lui, il fait le choix de la minorité aux dépens des propos de la majorité? That is the question. Ça veut dire quoi? C'est un choix délibéré qu'il a fait. Les propos que ce Camerounais tient lui conviennent mieux par rapport à lui-même, à certains choix de la vie qu'il a fait. Exactement. Alors, il ne faut pas que lui, il vienne ici sous prétexte de ses propres convictions, vouloir généraliser, non. Moi, ce que je sais de la démocratie, dans laquelle chacun est libre d'expression, c'est la majorité qui l'emporte quand même. Et finalement, Togbi vient de parler cabiai facile. That is the question. Ça, c'est du cabiai facile. Togbi, merci de rester avec nous pour toutes ces informations que vous nous passez. Alors, on nous l'a précisé la semaine dernière déjà, mais les préoccupations reviennent encore. Si quelqu'un se doute de sa santé, la personne se rend, fait quelle démarche? On paie, on fait comment? Non, on ne peut pas. Si c'est les suspicions, cas suspect, on ne peut pas. On va où? C'est quoi la démarche? Il y a plusieurs centres dans le Golfe. Bon, de toute manière, sur toute l'étendue du territoire, il y a tous les centres. Il y a plusieurs centres qui font les prélèvements. À l'intérieur, c'est les directions préfectorales de la santé. Les hôpitaux aussi le font. Maintenant, dans la préfecture du Golfe, vous pouvez aussi aller dans les 23 formations sanitaires publiques. Il y a Dido Gomé, il y a Trivi-Kondi, la polyclinique, Kondovia Kopé. Il y en a, si on veut les citer, ils sont nombreux ces centres-là. Donc on y va et puis. Oui, vous y allez, vous dites, vous ne vous sentez pas bien et on va vous interroger, on va vous examiner pour voir si il y a nécessité de vous faire le test et puis on vous fait le test. Non, ce n'est plus qu'à l'Institut d'hygiène. Non, c'est le plus qu'à l'Institut d'hygiène. L'État a mis les moyens pour que beaucoup de... Même aujourd'hui, dimanche, nous, au centre de santé de Lobé, on a encore fait des prélèvements, on a encore fait des tests aux gens qui sont arrivés. D'aucuns disent qu'ils paient 10 000, d'aucuns disent qu'ils paient 40 000, je ne sais plus. Non, pour les 40 000, c'est pour les voyageurs parce que eux, en plus du test, il y a un certain nombre d'outils qu'on met à leur disposition, comme les voyageurs entrant ou partant. C'est à l'aéroport que ça se fait, celui-là, ou bien ça aussi, ça peut se faire partout? Non, ça c'est à l'aéroport. Pour ceux qui arrivent, c'est à l'aéroport, au nouvel aérogare. Mais ceux qui partent, c'est à l'ancien aérogare. Okay. Voilà. Donc pour les autres cas, les malades, les cas suspects qu'on sort, donc nous, on les gère. Maintenant, si une structure de la place aussi voudrait juste connaître les statuts de ses employés et tout, voilà. Donc là, la structure se dirige directement à l'Institut d'hygiène. Je crois que c'est là où c'est autour de 10 000 francs
qui le font. Ok, donc c'est un groupe organisé. Un groupe qui veut connaître son statut. Le statut des membres, il se dirige à l'Institut du Jeune pour qu'on s'occupe d'eux. Oui. Mais quand je ne me sens pas bien et que je vais à l'hôpital, okay. Ce qui n'est pas le cas forcément dans certains pays. Donc ça, oui, mais c'est ça. Et aussi, selon ce que nous on a pris, il reste à confirmer au Burkina pour les voyageurs, c'est autour de 90 000 francs le test. Oui. Contre 40 000 au Togo. Et au Bénin, c'est autour de 100 000. Hein, Pour le Bénin, je l'ai lu, c'est 100 000. Voilà, donc, ça, c'est depuis. Et puis même les prises en charge, quand on vous garde en confinement, c'est pas... c'est à votre charge. À la charge de la personne. Le Togo, il faut dire qu'on a quand même mis beaucoup le paquet pour juguler la chose. L'État a mis beaucoup dans la balance. Mais beaucoup dans la balance pour ça. Donc, si moi, j'ai un projet de voyage, je ne vais pas faire mon test dans les centres, mais je vais à l'ancien aérogare, à l'aéroport, si je veux voyager. Mais si je suis là et que je ne me sens pas bien, je peux aller dans un centre, et là, on ne me prend rien. Non, mais si c'est pour voyager, c'est 40 000 qu'on me fait ça. Tout à fait. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, ils font le test chez eux avant de prendre l'avion. Oui. Arrivé à Lomé, on leur refait le test. Absolument, Ils paient. Oui. Ils paient toujours pour faire le test. Mais là, c'est quoi la procédure pour ces personnes qui viennent? Par exemple, la personne vient, elle a fait son test, c'est négatif. Elle arrive à Lomé, on lui fait le test, c'est négatif. Oui. Au moment où on lui fait le test, c'est négatif. La suite, c'est quoi? Mais il n'a pas encore le quitus de sa négativité totale. La suite, c'est que d'abord, on lui dit de porter tout le temps les masques. D'éviter les foules. Voilà, de se confiner. Et puis 7 jours après, on les récupère, on lui fait un second test pour voir si entre-temps, il n'y a pas eu séroconversion. Et 16e jour aussi après, on lui fait un dernier test. Si alors, sur la série de ces 3 tests, il est négatif, alors là, on lui donne l'attestation, le feu vert que, monsieur, alors vous avez la preuve, on a la preuve que vous n'êtes pas venu sur le territoire togolais avec le virus. Ça, c'est sur 16 jours. Sur 16 jours. Maintenant, attention, au Togo, il y a le virus. Faites tout pour ne pas choper le virus. Pour ne pas choper le virus. Et repartir avec. Parce que quand vous voulez peut-être retourner, vous êtes obligé encore de refaire le test. Si entre-temps, le test s'avérait positif, alors le voyage là, est annulé. Alors, vous obligez à rester ici. Vous traitez jusqu'à avoir l'assurance que vous n'avez plus le virus avant qu'on ne vous donne maintenant le quitus de voyager. Donc, cela ne veut pas dire que 16e jour après, c'est la Java. La Java, non. Et là aussi, c'est encore très strict même, où vous allez tout faire pour éviter de choper le virus. À moins qu'on ne veut plus repartir, qu'on veut rester ici avec le virus. Voilà, à ce moment, donc, il faut appliquer les mesures barrières de façon stricte. Alors, si la personne vient à l'aéroport, elle était négative chez elle, et dans le test, au niveau du test à l'aéroport, on voit un soupçon de positivité. C'est quoi la démarche? Le soupçon de positivité, c'est ce que nous appelons les cas probables. Ça veut dire que cette personne, 48 heures après, on ne va plus attendre 7 jours. Mais c'est 48 heures après que vous lui refaites 48 heures après, on lui refait le test. Et c'est la décision du test de 48 heures après qui va être prise en compte à la place du test d'arrivée à l'aéroport. Mais d'ici, dans les 48 heures, là, la personne est où? Elle va chez elle? Oui, la personne va chez elle. Avec soupçon de positivité? Oui, et on lui dit très bien, et la personne rentre chez elle. Puisque de toutes les manières, les gens ne reçoivent pas les résultats du test qu'ils ont fait en même temps sur place à l'aéroport. C'est le lendemain, 24 heures après, qu'on les informe. Alors si 24 heures après, on vous dit que vous êtes probable, il faut qu'on vous prélève 48 heures après, ça te dit c'est encore le lendemain juste qu'on vous prélève. Donc il y a juste un temps très court du moment où on vous annonce le résultat du premier test et celui du second de confirmation probable. Donc un laps de temps là où on vous interdit de sortir, on vous demande vraiment de rester à la maison. Juste le lendemain, on vous fait le second test. Maintenant, si le second test est négatif, on vous le dit, c'est négatif, mais 7 jours après, on refait. Donc, continuez pas. Mais si c'est positif? Mais si c'est positif, on vous héberge gratuitement? Absolument, on vous héberge gratuitement. On vient vous enlever, on vous envoie au centre de traitement où des conditions sont réunies aujourd'hui pour un traitement de qualité. Alors, c'est quoi? C'était l'affaire des 500 000 finalement, c'est quoi? On en est où?
Oui, par rapport à ça, c'est vrai que c'est des décisions que l'État a prises. Maintenant, c'est la mise en œuvre, c'est l'application maintenant qu'il faut voir quand est-ce qu'effectivement on va commencer. Sinon, ce qui est appliqué pour le moment... Non, les gens ne paient pas encore 500 000. Non, à ma connaissance. Si vous payez 500 000, vous ne rentrez pas chez vous. Oui, c'est comme ça. Oui, si vous devez être prise en charge 2 semaines. Oui. Ok, à votre connaissance, on ne paie pas. Maintenant, si à l'aéroport, la personne est positive. Oui, alors déjà, depuis l'aéroport, il y a rien d'autre chose à faire. Non, les gens vont apprendre qu'il est arrivé, mais... Il est en mission juste pour... pour quelques jours, oui, pour 2-3 semaines. Oui, juste, non, on l'emmène à Kégué. Oui, à Kégué ou Daouba. Maintenant, Ibis aussi est consigné. Non, mais est-ce que... oui. Mais à Kégué, c'est plutôt quand on est malade, c'est ça, non? Oui, à Kégué, c'est quand effectivement on est malade dans des signes, voilà. Et quand on est positif, simplement, c'est dans les hôtels. Exactement. Donc, on dit qu'il y a des centres, il y a une partie de centres ouverts aussi au CHU Campus. Non, ça, c'est vieux. Au CHU Campus, on fait les prélèvements pour dépister. Mais là, la technique là-bas, c'est que la différence entre le dépistage dans les 2 hôpitaux là, le CHU Campus et le CHU Sylvanus Sonipio, la différence, c'est que le test, le résultat est obtenu un peu plus vite. Dans les 3 à 4 heures, déjà le résultat est disponible. C'est de bonne guerre, c'est à dessein parce que les gens qui vont là-bas sont dans une situation de santé précaire. Donc, il urge qu'on connaisse leur statut vis-à-vis du virus pour agir rapidement et ne pas les exposer plus à une mort rapide. Donc, c'est pour ça que l'État a mis en place des dispositifs, du matériel nécessaire pour donner les résultats très, très rapidement. Voilà. Donc, mais dès que le résultat est donné, s'ils sont positifs, il n'y a pas un service ou un département d'hospitalisation pour les cas positifs au Covid là-bas. Dès que le résultat est donné positif, donc on vient chercher le centre de prise en charge de CHL Lomé commune, envoie une ambulance pour chercher, la personne est partie avec. Mais à cette allure où les chiffres augmentent, est-ce que le centre de Kégué n'est pas plein déjà? C'est des éventualités. C'est vrai qu'il arrive à des moments où c'est plein, étant donné qu'au moins on a la chance aussi que les gens guérissent. Donc si les gens guérissent, ils libèrent, on fait rentrer d'autres personnes. Et actuellement, d'autres réflexions sont en cours pour encore identifier d'autres structures d'accueil pour les centres de traitement. Et même les aménagements ont déjà commencé. Oui, avec une certaine rapidité. Les choses ont beaucoup avancé. Et peut-être les jours à venir, on vous communiquera le lieu où les gens... C'est des lieux qui ont des capacités 4 fois, 5 fois plus grandes que l'espace occupé par le CHL Lomé commune maintenant. C'est une bonne nouvelle, mais ça craint. Ça craint, c'est pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais ça craint. Si on est en train d'aménager d'autres endroits, c'est que on voit que devant là, ça sent pas bon. C'est clair, ça c'est pas... Et l'État est prévoyant. Il est prévoyant. C'est ça, en ce sens-là, je dis que c'est une bonne nouvelle. C'est pas parce qu'on aménage un nouvel endroit, un nouvel espace pour accueillir plus de monde qu'il faut que nous y allions, quoi. Oui, il faut que nous fassions tout pour ne pas occuper ces centres-là, pour ne pas se contaminer. Exactement. C'est comme l'autre là qui dit que qui veut la paix prépare la guerre. Ah, mais il faut s'entourer quand même d'armes nécessaires. Ça fait partie de nos armes. Exactement. Dans cette guerre, il faut un endroit dédié, propre pour prendre en charge correctement ces personnes qui constituent un danger pour l'environnement. Oui. Et l'État est garant de la santé de sa population. Il a pris cette décision-là d'œuvrer pour des endroits dédiés spécifiques pour un traitement de qualité pour éventuellement nos concitoyens ou toute personne vivant au Togo qui pourrait être contaminée par cette maladie, puisque le virus circule
C'est comme l'autre qui dit, on ne peut pas être plus aveugle que celui qui ne veut rien voir. C'est clair. C'est ma grand-mère qui dit, oui. Amenons hommes, il y en a fond, non? Exactement. Et notre État n'est pas comme ça, non? C'est un État intelligent. C'est clair, qui prévoit. Qui prévoit. Gouverner, c'est prévoir, absolument, on dit. Donc, c'est oui. Maintenant, si l'État a mis en place cet espace, a investi dans ça, qui n'a jamais été utilisé, tant mieux. C'est bien. C'est bien. Utilisons. Oui, mais ce n'est pas une raison de dire qu'on peut aller se coucher dans la chambre et puis on peut passer 2 semaines nourris. Et puis, maintenant, dites-moi, les cas du CHL, les cas de Lomé, c'est des cas de la région maritime jusqu'à où? Est-ce que c'est tout le territoire qui vient là ou il y a des centres de traitement aussi dans tout le Togo? Voilà, il y a 39 préfectures actuellement, en dehors de Lomé, enfin du Grand Lomé, où on a 2 préfectures. Les 37 autres préfectures ont des centres de traitement. Chacun a son niveau. Oui. Okay. Si bien que on ne déplace plus les malades d'une préfecture à une autre. Oui, d'une préfecture à l'autre. Bon, c'est vrai que les capacités d'hospitalisation, où on a les respirateurs, on a une équipe quand même, il faut le comprendre, des centres de référence en général, le système de santé dans tous les pays est organisé de cette manière-là. Donc, il y a un centre de référence, c'est-à-dire là où c'est compliqué, partout, c'est là où on l'amène. Voilà. Donc, si effectivement, à l'intérieur, il y a des cas qui nécessitent d'être référés, d'envoyer dans un endroit de réanimation spécialisé, donc on peut l'envoyer, on l'évacue en ambulance médicalisée sur le CHL Lomé commune. Sinon, si c'est des signes mineurs ou des porteurs asymptomatiques, donc ils peuvent être très bien pris en charge. Sur place. Oui, sur place. Et il y a des médecins dans tous les centres, là, l'État a pourvu. La dernière fois, même, on a encore fait des affectations, des mutations pour renforcer encore en ressources humaines et en matériel tous ces centres-là sur toute l'étendue du territoire. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait en fait dans les centres-là? Puisque vous avez dit qu'il n'y a pas de médicaments pour Covid là, qu'est-ce qu'on fait aux gens qui vont à l'hôpital? D'abord, Covid est là, certes, mais ces gens-là ont peut-être des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies. On dit tout ça, on a déjà dit ça, mais on répète toujours ça à chaque émission pour que celui qui a raté hier suive aujourd'hui, pour avoir toutes les informations, toute la maladie, ça va prendre les meilleures décisions au cas où l'on est contaminé. Comme quoi la répétition est la meilleure pédagogie. Exactement. Donc, si les gens arrivent, on voit qu'ils ont d'autres maladies, donc on s'occupe d'abord de ces maladies-là de façon correcte. Pour que ces maladies ne les affaiblissent pas, pour que le coronavirus ait le dessus. Tout à fait. Et maintenant, nous mettons le protocole mis en place au Togo, composé par 2 produits obligatoires, l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, qui sont donnés selon une posologie bien précise que nous n'allons pas dévoiler ici sur le plateau. Et ce n'est pas patient, je me dis. Et ce n'est pas patient, exactement. Alors, il y en a qui, en plus de ça, reçoivent de la vitamine C. Et voilà. Et éventuellement, s'ils manifestent un certain nombre de signes, donc on s'occupe aussi de ces signes. S'ils font la fièvre, s'ils ont des douleurs par endroit, donc on donne des antalgiques, des antipyrétiques, selon l'organisme de tout un chacun et son poids et consort. Voilà. Donc, ils sont nourris aussi là-bas, on les alimente. Non, il faut dire qu'ils sont bien nourris. Par rapport au régime alimentaire, par rapport aux valeurs nutritives que ces aliments peuvent comporter. Donc, disons qu'ils sont très bien pris en charge de toutes les manières. Il faut féliciter le gouvernement, féliciter les autorités sanitaires. Nous vous transmettons les félicitations du gouvernement. Vous voudriez bien les transmettre à qui de droit? Monsieur le directeur préfectoral de la santé et golf, on va rappeler les bons comportements que l'on doit avoir aujourd'hui. Et la voix d'un Togboui, ça fait quand même plus lourd que la mienne. Ok, faites comme moi, non pas comme Lise et le reste. Quand vous êtes en public. Le masque. Nous, c'est comme si on est à la maison. Nous, à la maison, je tombe. À la maison, voilà quoi. Le lavage systématique des mains, tousser dans le coude du doigt où il est éternué dedans, et ne pas se toucher, ne pas se donner la main, pas d'embrassade, rien. Éviter les attroupements. Voilà donc ce que je pourrais dire.